Bonjour, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où je vous parle de mon mémoire sur Jane Austen parce que il faut que j'avance sur ce mémoire parce que vraiment j'ai juste écrit 4 lignes sur l'introduction, j'ai fait un plan mais c'est pas ça, j'ai écrit sommaire sur une feuille et voilà. Et j'ai écrit quand même des choses sur la bibliographie que je veux utiliser parce que cette vidéo donc je vais vous parler des premières œuvres que je vais consulter pour un peu étayer mon mémoire, un peu comprendre jusqu'où je peux aller et donc en connaître un peu plus sur Jane Austen. Donc pour commencer, je dois lire Roman et essai de Virginia Woolf aux éditions Carto Gallimard que j'ai emprunté à la médiathèque. Pour vous rassurer, je ne vais pas lire l'intégralité de cette pavasse qui est faite en feuilles beaucoup trop fines et qui a au moins 1000 pages. 1370 pages, donc je ne vais pas les lire autant. C'est juste que dans cette œuvre, il y a un passage qui est adressé sur Jane Austen, qui a comme sujet Jane Austen, et donc ça peut fortement m'intéresser pour mon mémoire. Ensuite, par contre, cette œuvre-là, je vais le lire dans son intégralité, mais elle a 300 pages et c'est assez gros. Hop, voilà, c'est assez aéré, assez gros, donc ça devrait aller. Il s'agit de Jane Austen. Alors, je ne sais pas si on dit Jane Austen ou Jane Austen. Il y a plein de personnes qui disent les deux, donc je ne sais pas. De Passion discrète de Claire Thomalin aux éditions Littérature Autrement, et c'est la biographie de donc notre chère Jane Austen. Donc ça va être très intéressant, surtout que moi, je vais m'intéresser à ces moments d'amour et ces propositions de mariage, parce que je vais faire un mémoire sur la vision du mariage chez Jane Austen. Donc voilà, sachant que je sais très bien que Jane a déjà eu des propositions de mariage, qu'elle a déjà été amoureuse, elle a rencontré le coup de foudre avec Thomas, je ne sais plus comment il s'appelle, son nom de famille je ne sais plus, et donc je sais qu'elle a ressenti de l'amour, un coup de foudre, d'après ce qu'on sait, d'après les extraits de lettres et tout ça qu'on sait sur elle, mais qu'elle n'a jamais été mariée, et donc je me suis dit que ce serait intéressant de voir comment a évolué une femme et comment les œuvres de cette femme qui ne s'est jamais mariée, qui ont comme sujet le mariage, comment ces œuvres ont-elles pu évoluer jusqu'à notre époque, jusqu'au XXIe siècle, puisqu'on a beaucoup de réécritures sur Jane Austen et donc sur Orgueil et Préjugés, mais ces réécritures ont une vision du mariage assez éloignée de celle de Jane. Donc j'ai trouvé que c'est très intéressant comme mémoire. Il va falloir que je me lise des pavasses et des pavasses sur les œuvres de Jane et sur les réécritures, mais c'est pas grave. Je pense que c'est un très bon sujet de mémoire. Donc là, j'ai aussi Les Caprices de Miss Mary de Colin McGullon aux éditions L'Archipel. Et excusez-moi pour la grosse erreur que j'ai fait dans ma dernière vidéo où je vous parlais d'ailleurs de mes lectures de ce mois de novembre, puisque je me suis littéralement trompée. Je vous ai dit que Miss Mary, c'était Lydia qui se mariait avec Wickham, et absolument pas, puisque Miss Mary, c'est la sœur, donc la troisième sœur, si je ne me trompe pas, de la famille Bennett, qui, elle, est très intellectuelle et qui lit beaucoup de livres. Donc c'est pas du tout Lydia qui, elle, préfère juste avoir son amour avec Monsieur Wickham de façon un peu problématique et scandaleux, au point où le pauvre doit se... Enfin, le pauvre. Bon, en vrai, il est pas tout blanc, il est pas très très gentil, c'est un gros mytho aussi. Donc en vrai, il mérite un peu son mariage triste. Mais du coup, on est sur Lydia qui, elle, s'est mariée avec Wickham, George Wickham, puisqu'ils ont passé 2 semaines ensemble et que ça a fait scandale, et que pour ne pas alimenter les rumeurs et ne pas avoir de scandale sur leur famille, Wickham a dû épouser Lydia. Mais là, on est sur un tout autre personnage, donc on est sur Mary Bennett, la troisième sœur, qui, elle, est beaucoup plus sage, on va dire, puisque tout ce qui l'intéresse, c'est ses livres. Voilà. Donc là, je vais lire Les Caprices de Miss Mary et on verra bien. Parce qu'au décès de sa mère, Mary, la troisième des 5 sœurs Bennett, ah non, oui, la troisième des 5, oui, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, découvre la liberté. À 37 ans, elle qui n'a vécu que pour les autres est bien décidée à ne plus accepter d'entrave à la réalisation de ses rêves. Et surtout, pas le triste chaperon que ses beaux-frères souhaitent lui imposer. Sa décision est prise, comme le journaliste dont elle dévore les articles incendiaires. Elle enquêtera sur les conditions de vie misérables des ouvriers du Nord.
Alors que sa famille craint qu'elle y perde sa réputation, Mary se lance avec fougue dans l'aventure, mais son enthousiasme se heurte à la réalité de l'Angleterre en ce début du XVIIIe siècle. 19e 19e siècle. Attendez, je réfléchis parce que Jane, elle est 18e, 17... oui, elle est 18e, 19e. Ça se passe dans quelle époque, Orgueil et Préjugés? Bref, je referai mes petites révisions. Donc, 20 ans après la fin d'Orgueil et Préjugés, ce roman, une suite du chef-d'œuvre de Jane Austen, brosse le portrait d'une femme à l'esprit libre, féministe avant l'heure, qui n'hésite pas à braver les interdits pour faire triompher ses convictions. Donc, je pense qu'il serait très intéressant pour mon mémoire, même si c'est une réécriture qui est un peu loin de ce que Jane a écrit, mais ça peut très bien être intéressant pour le mémoire. Je sais pas si je vous l'ai bien montré. Il est joli en vrai. Hop. Et le dernier qui est le plus beau, il s'agit du très très bel album Le musée imaginaire de Jane Austen de Nathalie Novy et de Fabrice Collin aux éditions Albin Michel. Et lui, il est magnifique. On est sur un album conçu par deux passionnés qui sont donc amoureux de l'œuvre de Jane et qui vont lui rendre hommage grâce à cet album avec des belles illustrations faites par Nathalie Novy et un texte magnifiquement écrit par Fabrice Collin. Et donc on va avoir des analyses sur Jane et sur ses œuvres, enfin, vraiment sur les personnages aussi, et vraiment ça m'a l'air hyper intéressant. Dans cette œuvre, donc roman-essai de Virginia Woolf, je vais lire qu'une dizaine de pages, donc de la page 1083 pardon, à la page 1092. Et on est sur la première page, c'est si Miss Cassandra Austen en avait agi à sa manière, nous n'aurions sans doute rien connu des écrits de Jane, sinon ses romans. Il n'y eut qu'à sa sœur qu'elle écrivit librement, c'est à elle seule qu'elle confia ses espérances, et si la rumeur dit vrai, l'unique grande déception de sa vie. Mais quand Miss Cassandra Austen vieillit et quand la sévérité grandissante de sa sœur lui fit soupçonner que bientôt des étrangers se mettraient à fureter et des érudits à spéculer, celle-ci brûla sans grand regret, toutes les lettres de nature à satisfaire leur curiosité, n'épargnant que celles jugées trop prosaïques pour être intéressantes. Ainsi, toutes les informations disponibles qu'on a sur Jane sont uniquement les commérages que les personnes ont fait sur elle et que ses cousines ont fait sur elle qui sont pas très flatteuses et potentiellement pas très vraies. Et aussi, on a donc quelques lettres qui nous restent et les livres de Jane Austen. Virginia Woolf explique bien que les commérages qu'on a sur elle ne peuvent pas être probants et ne peuvent pas être fortement utilisés puisque parfois ils se contredisent, comme par exemple avec le témoignage de Philadelphia Austen, donc sa cousine, qui dit que Jane n'est nullement jolie et contrairement à la plupart des filles de 12 ans, très guindée, Jane est fantasque et maniérée. Alors que Madame Mitford dit que Jane est la plus jolie, la plus sotte et la plus maniérée des papillonnantes chasseuses de mari dont elle est souvenance. Donc on est sur deux témoignages assez différents mais en même temps qui se rejoignent sur Jane et donc on ne peut pas vraiment savoir si c'est vrai ou non. Voilà, j'avais lu une œuvre que je vais vous mettre juste ici sur les lettres adressées pour Jane des cousines de Jane Austen et j'avais trouvé ça mais catastrophique puisque elles sont juste péjoratives, méchantes, mais vraiment les lettres m'avaient dégoûtée et alors elle m'avait pas dégoûtée de Jane puisque je suis une grande fan de Jane et je pense que c'est pas très cohérent avec le personnage et avec ses écrits, la façon dont ses cousines la décrivent. Et en vrai, je vous conseille la lecture sans trop vous conseiller la lecture. Si vraiment vous voulez des informations sur Jane et sa famille, je vous conseille la lecture. Mais si vous aimez Jane au point de ne pas supporter le fait que quelqu'un parle mal d'elle, je vous déconseille la lecture parce que vraiment j'étais waouh, mais ça va pas. Par contre, je suis désolée, mes lunettes s'assombrissent parce que je suis devant la fenêtre. Voilà, je suis désolée. Parce que si je me mets de l'autre côté, eh ben vous avez juste un grand carré de lumière blanc qui se met derrière et c'est pas très agréable pour vous, je pense. Donc je suis désolée, on va devoir faire comme ça. Et donc pour contredire encore plus cet extrait que je vous ai lu, donc cette citation de Philadelphia
Austen, on a aussi les frères de Jane qui, eux, cherchent toujours dans leurs filles et dans leurs nièces et leurs cousines une ressemblance avec Jane en espérant retrouver des ressemblances avec Jane sans pour autant vouloir avoir une copie conforme de Jane parce que Jane est elle-même est exceptionnelle et donc c'est impossible d'avoir la même. Alors je ne sais plus où c'est marqué mais ils le disent un peu mieux que moi. Enfin Virginia Woolf le dit clairement mieux que moi. Néanmoins, d'après ce qu'on dit, ses frères l'aimaient beaucoup et en étaient fiers. Ses talents, ses vertus et ses façons engageantes les attachèrent à elle, et par la suite, chacun se plut à déceler chez l'une de ses nièces ou de ses filles quelque ressemblance avec sa chère sœur Jane, dont il n'espérait jamais trouver l'égal absolu. Charmante mais inabordable, adorée des siens mais redoutée des étrangers, la dent dure mais le cœur tendre, Jane affiche une personnalité tout en contraste parfaitement en adéquation avec ses personnages qui eux aussi ont des sacrés contrastes puisque Monsieur Darcy au début, Elisabeth le déteste et même nous en tant que lecteurs on est en mode waouh, t'es pas très très gentil, déjà tu la recales, tu lui dis que t'aimes pas trop danser, tu veux pas danser avec elle parce qu'elle est pas très très jolie. Et après, on apprend qu'il a un cœur en or et qu'il est capable de tout pour aider les siens. Donc, il y a vraiment un contraste entre les personnages. Et apparemment, c'est caractéristique du caractère de Jane. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. On pourrait peut-être trouver du coup des éléments biographiques dans ses œuvres, comme par exemple le fait qu'elle soit tombée follement amoureuse et qu'au moment où elle est tombée follement amoureuse et qu'elle a eu cette déception amoureuse, elle a écrit Orgueil et Préjugés. Elle l'a écrit de... Je ne sais plus en quelle année, mais c'était l'amour de sa vie, on va dire, la déception de sa vie, est venue de décembre à janvier dans sa famille, et donc à cette période-là, elle a commencé à écrire Orgueil et Préjugés, si je ne me trompe pas et que je vous dis pas de bêtises. Donc vraiment ce livre a vraiment des informations très intéressantes pour tout ce qui est la vision de l'amour et du mariage chez Jane Austen, et vraiment c'est très intéressant. Aussi, ce que Virginia Woolf nous indique et nous explique, c'est qui serait intéressant de comparer la première œuvre achevée de Jane Austen. Bon, la première œuvre officielle, c'est Amour et Amitié, mais la première œuvre célèbre et achevée de Jane Austen est Orgueil et Préjugés. Et donc, il y a une certaine vision du mariage dans cette œuvre où on a 3 mariages, avec Lydia et Wickham qui se marient de façon assez contraignante, on va dire, sous la contrainte, puisque Lydia est folle amoureuse de Wickham, de George Wickham, qui lui est un menteur professionnel qui a menti tout le long à Elisabeth et qui a dit des choses horribles sur Monsieur Darcy, et d'où le fait que Elisabeth avait des préjugés sur lui. Donc Wickham et Lydia vont se retrouver pendant 2 semaines ensemble sans personne pour vérifier ce qu'ils font, d'où le fait que ça va commencer à faire des scandales et sûrement faire que leur réputation est littéralement assombrie, on va dire, et très mauvaise, puisque on ne sait pas ce qu'ils ont fait pendant 2 semaines, donc les gens vont penser que Lydia a eu des rapports et que donc elle n'est plus pure, n'a plus la vertu et ne sera plus possible d'être mariée ou ne sera plus une épouse convenable pour un bon parti. Et donc le mariage entre Wickham et Lydia va être un mariage d'amour pour Lydia et un mariage triste et pas du tout plein d'amour pour Wickham, qui lui est contraint d'être marié avec elle pour ne pas avoir une mauvaise réputation. Donc on a un mariage pour sauver les images, pour sauver leur réputation, avec une fille qui est amoureuse et un homme qui n'est pas du tout amoureux. On a le schéma complètement différent avec Jane Bennet, donc la première fille des Bennet, qui elle est follement tombée amoureuse au premier regard de Monsieur Bingley, et lui-même est tombé éperdument amoureux de la jeune femme. Sauf qu'avec leur caractère très tranquille et très calme, Monsieur Darcy commence à douter de l'amour de Jane envers Monsieur Bingley, et c'est pour ça que leur amour a potentiellement pu échouer et aurait pu ne pas se terminer en mariage, puisque Monsieur Darcy a expliqué à Monsieur Bingley que potentiellement l'amour de Jane n'était pas l'équivalent, n'était pas réciproque et n'était pas à la hauteur de ce que lui éprouvait pour elle. Alors que c'est juste que son caractère est très doux et très calme et très discret, et que du coup, malgré l'amour et les grands sentiments qu'elle avait pour lui, elle n'était pas capable et en mesure de les exprimer.
Mais donc on finit par un mariage qui est complètement un mariage d'amour, un mariage de coup de foudre quand même. Alors que lui, il a commencé par un coup de foudre, nous avons la contradiction, le contraire total de Monsieur Darcy et Elizabeth Bennet, qui eux sont tombés amoureux au fur et à mesure et en commençant à se connaître, puisque Elizabeth et Darcy, avant de tomber littéralement amoureux, eh ben, ils étaient ennemis. Vous savez, les ennemis to lovers, je crois que Jane Austen nous en a écrit un magnifique dans Orgueil et Préjugés, puisque au début, ils peuvent pas se supporter, ils se détestent, vraiment, ils s'insupportent. Quand ils se rencontrent, c'est complètement des clashs et des disputes directes. Alors qu'au fur et à mesure, quand Elisabeth comprend que Monsieur Darcy n'est pas une si mauvaise personne et qu'il n'est pas si vaniteux que ça, elle comprend que ses préjugés ont été créés par Monsieur Wickham qui, lui a menti. Et grâce à une lettre que Monsieur Darcy lui a écrite, elle commence à s'interroger et à voir clair dans le jeu de Wickham et à voir le cœur d'or, le grand cœur très chaleureux de Monsieur Darcy. Et là, l'amour commence à venir, à évoluer. Donc là, on est vraiment sur un schéma amoureux beaucoup plus différent, enfin bien plus différent, pardon, que celui de Lydia et Wickham qui eux est un mariage, les pauvres quoi, enfin le pauvre Wickham, mais en même temps puisque c'est une mauvaise personne, c'est un peu mérité un mariage malheureux. Jane et Bingley qui ont eux un mariage d'amour parce que ils s'aiment éperdument et c'est un coup de foudre, et Monsieur Darcy et Elizabeth qui eux ont un mariage qui a été fait petit à petit, on va dire. Ils ont commencé à apprendre à se connaître, ils se sont détestés, ils ont appris à se connaître. C'est un mariage d'amour en connaissant l'autre personne. Alors que Bingley et Jane, à part un amour physique, en vrai, ils n'ont pas tant attendu pour tomber amoureux. Ils n'ont pas été amoureux de la personnalité de la personne, ni de son intelligence, ni de sa façon d'être, mais plutôt de son physique. C'est un coup de foudre. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Et dans Persuasion, que je suis en train de me relire, on est dans un tout autre coup de foudre, même si j'ai l'impression que au tout début de Persuasion, Jane nous parle d'un amour pour Anne. Alors c'est Anne, je crois qu'elle s'appelle Anne, qui est amoureuse d'un jeune homme et sa famille lui dit non, c'est pas possible, tu peux pas te marier avec lui. Niveau convention sociale, économique, finance et tout ça, c'est pas possible. Et elle, qui est éperdument amoureuse de cet homme, elle ne peut pas se marier. Et ça fait penser un peu à son amour pour Thomas, je ne sais plus comment il s'appelle. Attendez, on va faire des petites recherches quand même. Donc c'était Thomas Lefroy, qui est l'homme qui a fait tomber éperdument notre belle Jane Austen, qui elle était pas du tout apte au mariage. Donc peut-être que c'est à cause de ça d'ailleurs qu'elle n'est pas apte au mariage. Parce que bon, elle a quand même une déception amoureuse et si elle était vraiment amoureuse, ça a dû être dur de s'en remettre. Enfin bref, du coup je disais que dans Persuasion, le personnage de Anne, qui a un amour avec, je ne sais plus comment il s'appelle, ça fait écho à cette déception amoureuse qu'a eu Jane quand elle était plus jeune. Sachant que Persuasion, si je ne dis pas de bêtises, est la dernière œuvre achevée de Jane Austen. Moi je dis, ça pose des questions, il y a des questions à se poser. Alors je ne sais pas du tout si les questions ont déjà été posées, mais moi en relisant Persuasion et en ayant eu des éléments biographiques sur l'auteur, là je me suis dit, ah oui, il y a quand même quelque chose à creuser. Donc voilà, c'est pour ça mon sujet de mémoire il est là-dessus. Donc maintenant que je vous ai parlé de cette œuvre, je voulais vous parler de celui-ci parce que j'ai juste commencé. J'ai pas lu ça, non, j'ai pas lu ça non plus. Attendez que je trouve. Voilà, j'ai juste lu cette lettre que je vais vous lire tout de suite et je vais vous expliquer pourquoi ça m'a fait tout de suite d'un coup. Vous êtes fort aimable de me suggérer le genre d'ouvrage vers lequel je serais bien inspirée de me tourner maintenant. Et je suis tout à fait consciente qu'un roman historique pourrait me valoir un succès tant financier que populaire, beaucoup plus important que les images de la vie domestique au sein d'un village de campagne, qui est le sujet que je traite d'ordinaire, mais pas plus qu'un poème épique. Je ne serais capable d'écrire un livre de ce genre, m'asseoir pour de bon, écrire un véritable roman historique, je ne pourrais m'y résoudre, qu'à seule fin de sauver ma vie, et s'il m'était indispensable de devoir y concéder malgré tout, sans jamais pouvoir rire de moi-même ou des autres, il faudrait probablement me pendre avant que j'aie achevé le premier chapitre. Non, je dois m'en tenir à mon propre style, continuer à ma façon. Extrait de la lettre de Jane Austen du 1er avril 1816, adressée au révérend James Stanier Clark, bibliothécaire du prince régent.
Et donc si je vous parle de cette lettre, de cet extrait de lettre qui est pour moi très important, c'est parce que notre chère Virginia Woolf, dans son article sur Jane Austen, elle parlait du fait que Jane n'écrit pas pour les bibliothécaires, n'écrit pas pour les régents, mais elle écrit pour elle-même, pour personne, mais aussi pour son siècle et les siècles à venir et le nôtre aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que Jane Austen, elle a écrit ses œuvres pour elle, cachée derrière, dans un petit coin de la pièce. Elle écrivait ses petites œuvres pour rire de la société, pour se moquer de la société, pour étudier la société, pour parler de ce qu'elle connaît et de l'amour et des mariages. Et elle n'avait pas l'emprise des bibliothécaires, des éditeurs, elle n'avait aucune emprise et elle écrivait à sa manière. Et ses livres sont achevés comme elle souhaitait les achever. Donc, pour moi, ça reflète tellement à quel point ses œuvres sont achevées et sont bien écrites et bien pensées, puisqu'elle les a terminées lorsque elle-même était satisfaite de ce qu'elle a écrit, de ce qu'elle voulait dire et ce qu'elle voulait montrer au monde. Voilà, pour moi, c'est ça. Et en plus, le fait qu'elle dise qu'elle voudrait qu'on la pende avant même d'avoir achevé le premier chapitre d'un genre littéraire qu'elle ne pense pas maîtriser, alors que pour moi, un roman historique, mais ce qu'elle a écrit sur Orgueil et Préjugés et sur Persuasion, pour moi, c'est des histoires historiques, puisqu'on a plein de pensées et d'explications et d'anecdotes sur la société de cette époque. Et surtout, du coup, ce que je voulais dire, c'est que je suis tout à fait consciente qu'un roman historique pourrait me valoir un succès tant financier que populaire, beaucoup plus important que les images de vie domestique au sein d'un village de campagne que j'écris. Non, parce qu'en fait, au final, Jane, à notre époque, elle est très célèbre. Elle est vraiment très célèbre et ses œuvres sont lues et relues et relues et traduites dans le monde entier, alors que c'est des œuvres de vie domestique. Donc, non, elle avait son talent et heureusement qu'elle a poursuivi son style à elle. Parce que d'ailleurs, pour la petite anecdote qui est donc dans cette œuvre, nous avons Orgueil et Préjugés, le premier roman de Jane traduit au Japon, ne l'a été qu'en 1926. La popularité de l'auteur n'a fait depuis que croître, au point qu'une société consacrée à l'étude de ses œuvres a été fondée là-bas en 2006. Ça a mis du temps à venir au Japon, Jane Austen, quand même. Oh, je vous montre ça. Sacré album. Vraiment, il y a des pages, elles sont vraiment, vraiment belles. Peut-être vous en montrer une autre. Est-ce qu'il y a une autre Alors, il y en a plein des belles. Il faut juste que je choisisse. Celle-là, elle est trop belle. Donc vraiment, si vous êtes amoureux et amoureuse de Jane, vraiment cet album, je vous le conseille. Il coûte 25 € et moi je pense que quand je vais le rendre à la médiathèque, je vais me l'acheter parce que vraiment il est magnifique, il est trop beau. Je viens de commander sur Vinted un livre. En fait, j'étais en train de chercher celui-ci sur Vinted pour pouvoir me l'acheter. Sauf que les gens le vendent plus cher que le prix de base. Donc c'est mort, c'est pas grave. Donc en cherchant ça, je me suis trouvé un livre inspiré de Jane à 1 €. Et il s'agit de Petits secrets et grands mariages de Louise Allen. Et donc derrière, ils disent que c'est Tassaté, mousseline, tout l'esprit de la régence anglaise de Jane Austen. On verra bien si c'est vraiment inspiré de Jane et du coup je pourrais le mettre dans mon mémoire. Si c'est pas vraiment inspiré, bah tant pis, ça sera juste une lecture comme ça que j'aurais faite. Mais là, un livre avec Petits secrets et mariage, sachant que je fais un mémoire sur Jane Austen sur le mariage, ça serait pour moi la meilleure œuvre à inclure dedans. Donc j'espère... Bah, je lui ai mis un coup de pied dans mon trépied, lui, dans mes milos. Donc ce serait vraiment une œuvre qui serait vraiment intéressante à mettre dans mon mémoire. Donc j'espère vraiment que c'est une œuvre inspirée et non pas juste pour faire vendre. Ça serait un peu problématique. Donc là je suis en train de me faire à manger et je pense que je dois aller à la médiathèque chercher un livre et je dois aller changer mes lunettes. Bah alors la monture ne va pas changer, c'est juste les verres qui ne sont pas du tout à ma vue. Parce que j'ai eu des mésaventures ophtalmologiques, oui. Du coup, en fait, je vois
je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps des petites mouches passer devant mes yeux, des petites mouches noires et je suis très sensible à la lumière. Quand il y a de la lumière, ça me provoque des migraines ophtalmiques. Donc ils ont baissé mes lunettes, sauf que avec mes lunettes maintenant je vois plus rien et j'ai toujours des migraines ophtalmiques. Donc je préfère continuer à voir et avoir des migraines ophtalmiques que plutôt de ne plus voir et avoir des migraines. Vraiment. Donc voilà, je vais aller demander à ce qu'on me remette ma vue d'avant. Parce que, enfin pas d'avant parce qu'elle était un peu forte, mais juste un tout petit peu moins qu'avant. Parce que là, c'est vraiment catastrophique. Je lis comme une petite mémé. En fait, le livre, s'il est là, je le vois pas. Voilà. En gros, si le livre il est là, je vois pas très bien. Je vois en relief, en fait, ça m'énerve. Et je vois plein de petits trucs de lumière, ça m'énerve. Donc, je suis comme ça. Donc, bien évidemment, ça me fatigue les yeux d'être comme ça. Et quand je revois le monde, mes yeux sont en mode waouh, on peut aller loin. Enfin, bref, voilà, c'est mes petits problèmes à moi. J'ai très envie de le lire, ce livre. En fait, si. J'ai envie de le lire ce livre parce que déjà le thème m'intéresse beaucoup, mais en plus j'aime bien parce qu'en fait il a été réparé par la médiathèque. C'est pas son vrai gabarit de base et je sais pas, quand je l'ouvre déjà ils sont trop bons et quand je l'ouvre il me donne envie, c'est bien écrit, c'est, je sais pas, il m'attire fortement, donc je vais le lire dès que je reviens de mes lunettes et de la médiathèque. La beauté, la beauté. Dès que je reviens de mes lunettes et de la médiathèque, je me mets dans cette lecture. Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Ce livre va être une pépite, je le sens. Je vais manger. Et c'est parti pour la suite de mes cours, mes devoirs, de mes recherches, de mes analyses. Ça fait beaucoup sur Jane Austen. Et du coup, là, je suis en train de lire Jane Austen, Passion discrète de Claire Tomalin aux éditions Littérature Autrement. Et il y a j'ai lu 2 pages parce qu'il faut que je vous prenne, faut que je vous parle d'un truc. C'est fou comme la différence d'avant à aujourd'hui, elle est violente. C'est que il y a un moment, en fait, Jane Austen est née le 16 décembre, donc elle est née en plein hiver. Et à cette époque-là, l'hiver, c'était d'une violence parce qu'on est en 1775. Et donc, l'hiver, il est assez rude. Et donc, Madame Austen est en train de mettre au monde notre chère Jane. Et l'homme, il dit que Jane est arrivée sans crier gare, 1 mois en retard, et qu'elle est arrivée tellement facilement qu'il n'y a eu pas besoin d'appeler un médecin pour l'accouchement. Et le pire, c'est qu'on dit, on n'eut pas besoin de médecin, mais il était rare d'en appeler un pour quelque chose d'aussi banal qu'un accouchement. À notre époque, un accouchement qui est hors hôpital, ça fait polémique, tout le monde est en mode « Ouh, tu devrais quand même accoucher à l'hôpital ». Or que maintenant, on peut choisir d'accoucher chez soi, avec l'aide ou non des médicaments et tout, de la péridurale. Mais c'est quand même bien entouré, on a quand même toujours l'aide médicale, quoi. À cette époque-là, c'était « Oh, t'as pas de médecin, c'est pas grave, tu fais accoucher toute seule. Tu t'es habituée. » Franchement, elles étaient hyper fortes, les dames. Elles étaient vraiment fortes, les femmes, à cette époque. Incroyable. Et du coup, je pensais que j'allais le lire facilement parce que il est assez aéré et tout. Mais il y a beaucoup d'informations. C'est un peu écrit comme un roman. On est un peu dans la vie des Austen et de tout le village de... Comment s'appelle le village? La carte de Steven Stone et du voisinage de Austen. Et donc on est sur la vie du père à Jane Austen et de la mère. Donc le père, il était prêtre, pasteur. Il était pasteur. Et donc là, c'est le moment de Noël et du coup, il est en train de faire tout ce qui est messe de Noël et tout ça. Il doit donner les leçons pour avant Noël. Donc là, on est sur la vie de la famille peu avant la naissance de Jane, donc 1 mois avant la naissance de Jane, puisque de base, elle était attendue pour novembre et elle arrive le 16 décembre. Et donc les parents, ils sont même en train de faire une plaisanterie. Sa femme et lui, avec l'âge, ne savaient plus compter. Ils avaient 44 ans. L'enfant arriva dans la soirée, dit-il, sans crier gare.
Voilà. Je trouve ça hyper fascinant, hyper intéressant. Bon, j'ai lu 3 pages pour l'instant. On en apprend en plus sur les frères de Jane, sur sa sœur, donc Cassie, Cassandra, Cassie, Jamie, donc Cassandra et Jane, et je trouve ça mais hyper intéressant. Après, je sais pas si tout le livre sera intéressant pour mon mémoire, mais j'ai envie de le lire, de le savourer, de le lire en... J'ai un chat qui creuse. Et donc, je trouve ça très intéressant parce qu'on a vraiment dès la naissance et le avant, un petit peu avant sa naissance. Et je suppose qu'on aura jusqu'à sa mort. J'espère qu'on aura vraiment l'intégralité de sa vie. Après, une biographie, je pense. Enfin, j'espère qu'on a vraiment toute sa vie, l'intégralité de sa vie et surtout la vision sur ses œuvres et l'explication de comment, pourquoi et pour quelles raisons surtout elle a écrit ses œuvres. Donc moi je suis vraiment très impatiente. Vraiment si vous aimez Jane Austen, les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, je vous les conseille fortement parce que vraiment ils sont très intéressants. J'en ai d'autres que là je dois lire, mais je vais vraiment lire celui-là pour le vlog et je pense que ça sera le dernier pour cette vidéo à mon avis. Donc je vais le lire, je sais pas en combien de jours je vais le lire, donc on verra bien si je retourne de ma lecture. Je sais pas si vous vous souvenez, mais juste avant, sur le livre de Virginia Woolf, je vous disais qu'il restait plus grand chose sur l'histoire de Jane. Et là, on a l'explication. Sa sœur détruisit la plus grande partie des lettres en sa possession. Une nièce fit de même pour celle que l'un des frères avait gardée. Et c'est à peine si on en retrouvera une poignée en provenance d'autres sources. Il en reste 160 en tout et pour tout, et aucune ne date de son enfance. La plus ancienne lettre connue fut écrite lorsqu'elle avait 20 ans. Les premières notes biographiques écrites après sa mort ne comportaient que quelques pages. Son frère Henry, qui en est l'auteur, expliquait que sa vie avait été sans histoire. Rien d'autre ne fut publié durant les 50 années qui suivirent jusqu'à ce que paraisse une notice de son neveu, James Edward Austin Lee, qui ne fait que confirmer le point de vue de Henry. Sa vie fut singulièrement terne, de rares changements ont interrompu son cours paisible et pas la moindre crise grave. Jane Austen eut une vie sans histoire, telle est l'opinion générale admise. Donc on n'en saura jamais plus. C'est tellement triste, c'est tellement triste. En vrai, on va dire par curiosité, j'aurais aimé pouvoir accéder à ces lettres de Jane, mais en même temps, c'était sa vie intime. Donc en vrai, est-ce qu'on a le droit de les lire parce qu'elle est célèbre? Donc potentiellement, c'est peut-être bien que ces lettres-là ne puissent pas être lues par nous, puisque de toute façon, de base, elles ont été détruites pour ne pas avoir de spéculations ou de rumeurs sur Jane. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi les lettres ont quand même été détruites pour ne pas avoir justement de spéculation. Mais bon, on va respecter la vie privée de cette grande femme. Elle nous a laissé assez d'elle avec ses romans, donc on devrait se satisfaire de ce qu'on a. Là, je viens d'apprendre, je suis à la page 17, j'ai vraiment pas beaucoup lu, mais c'est très intéressant. Je viens d'apprendre que c'était assez habituel à cette époque, au XVIIIe siècle, d'élever ses enfants quelques mois, leur donner le sein, et après les donner à une nourrice. Et du coup, Jane est l'une des enfants à être restée le plus longtemps avec sa mère, puisque c'était l'hiver, et donc sa mère ne sortait pas, donc elle l'a gardée très longtemps avec elle, et ensuite elle l'a donnée à une nourrice. Et dans les lettres de Jane adulte, donc on voit que tout au fond, elle est un être sensible et plein de vie, mais la plupart du temps, on se heurte à une carapace rigide, d'où parfois jaillit une pince acérée qui attaque tout ce qui peut blesser. Ce sont les lettres de quelqu'un qui n'ouvre pas son cœur, et derrière l'adulte qui fuit l'intimité, on devine l'enfant qui ne savait où trouver l'amour ni où chercher la sécurité, et qui s'est donc forgé une armure pour ne pas souffrir d'être exclu. Ça pourrait expliquer pourquoi, après son premier amour, Jane a eu un seul amour. D'après la rumeur, elle a eu un seul amour et une fois qu'il est parti et qu'elle a eu le cœur brisé, elle a décidé de ne plus s'ouvrir à personne et de ne pas se marier. Ça pourrait expliquer le pourquoi du comment elle était autant fermée à l'amour et qu'elle a écrit des œuvres aussi extraordinaires.
Enfin là, je parle quand même de Jane qui était bébé, qui était contre sa mère tous les jours, tous les jours, tous les jours, et du jour au lendemain, sa mère s'est dit, bon ben la nature, ça y est, l'hiver commence à partir, je vais la donner à une nourrice, jusqu'à ce qu'elle soit assez grande et assez mature pour être en société. C'était assez dur à l'époque quand même. Et aussi, pardon, j'ai vu que le biberon avait été inventé qu'au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'avant, les bébés étaient sevrés avec une cuillère. C'est fou. Nous, les bébés, ils restent hyper longtemps avec les biberons. Là, au bout de 3 mois, ça y est, tu peux manger à la cuillère. 3 mois d'existence, cuillère. C'est extraordinaire la différence entre notre société, notre évolution à nous et l'évolution d'avant. Il y a comme une régression au final où je sais pas comment voir ça, mais c'est très intéressant, c'est vraiment intéressant. Par contre, là, j'ai vu un truc qui est assez choquant. Donc, Madame Austin, elle faisait en sorte que lorsque les enfants, lorsqu'ils sont trop petits pour être intelligents, elle les refourgue à la nourrice. Et du coup, il y a une dame qui dit: quelle aubaine d'être débarrassée de ce fléau pendant qu'ils sont de simples légumes, puis lorsqu'ils deviennent de simples animaux. Madame Grant dans Letter from the Mountain, volume 1, lettre 3, page 35. Pardon? Non mais attendez. Ça veut dire qu'à cette époque-là, un bébé était considéré comme un légume, et lorsque le bébé n'était plus le légume, le bébé devenait animal, et ensuite il devenait intelligent. On voit l'amour pour leurs enfants à cette époque, hein. Ah, si mes parents ils avaient pensé que j'étais un légume, ensuite un animal, je crois que je l'aurais mal pris. Mais wow, c'est fou, c'est fou. Je viens de terminer le premier chapitre et en tout il en a 25. Alors je ne sais pas si je vais vous faire un résumé à chaque chapitre, mais ça pourrait m'aider à comprendre un peu mieux ce que j'ai lu. Donc ce que j'ai compris, c'est que Madame Austin avait une manière bien à elle d'éduquer ses enfants. Et comparée à toutes les autres familles, c'était l'une des rares mères à ne pas avoir perdu d'enfants à la naissance. Tous ses enfants ont survécu. Elle a eu des enfants très forts, qu'elle a allaités jusqu'à 3 mois approximativement. Et ensuite, elle les a envoyés à des nourrices. Et jusqu'au moment où ils devenaient assez intelligents pour se tenir et qu'elle n'ait pas de problème et qu'elle n'ait pas besoin de les éduquer fortement ou de les surveiller, ils revenaient à la maison. Et donc aussi, et très important, Jane a un frère qui s'appelait George et qui, lui, n'est jamais retourné à la maison puisque c'est un enfant qui a été dit attardé. Oui, c'est dit dans le livre. Attardé puisqu'il avait des problèmes psychomoteurs, je pense, et peut-être des problèmes de malformation. Et donc il était sourd et muet, et on apprend donc que Jane savait parler la langue des signes puisqu'elle dit qu'à un moment qu'elle parlait avec ses mains. Et donc cet enfant-là ne sera pas élevé par la famille Austin puisque c'est un enfant qui ne peut pas être vu en société convenablement comme il est demandé à cette époque. Donc c'est un enfant qui restera avec sa nounou, mais c'est quand même un homme parce que il va survivre très longtemps puisqu'il va même mourir après Jane Austen alors qu'il est né avant. Donc il va vraiment, malgré sa maladie et sa malformation, il a vécu quand même une vie normale et assez longue. Et je trouve ça tellement triste. C'est tellement triste. Et déjà, ça doit être quelque chose de génétique puisque la mère de Jane avait déjà un frère qui s'appelait Thomas, qui, lorsqu'il est né, elle était très impatiente d'avoir un petit frère et elle s'est rendue compte que son petit frère avait des petits problèmes et donc ça lui a complètement détruit son rêve. Et étant donné qu'elle a fait ensuite un enfant qui avait les mêmes problèmes, à mon avis, c'est génétique. Et c'est fou la vision qu'ils ont. Il a des petits problèmes, il a un petit handicap et paf, du coup, non, tu peux pas apparaître en société. C'est hyper triste, je trouve ça vraiment trop triste. Heureusement que les mentalités ont évolué. Parce que là, franchement, c'est un peu problématique. Les chapitres sont relativement courts, d'après ce que je vois, parce que là, le chapitre 2 commence à 23 et ça s'arrête à la page 37. Mon objectif serait de lire 100 pages aujourd'hui, 100 pages demain et 100 pages après-demain si c'est possible. Je ne sais pas, sachant que j'ai un rendez-vous à la banque dans 1 heure. Je ne sais pas si c'est possible. On verra bien.
Là, oui, 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 c'est vrai de vrai. Enfin, c'est vrai de vrai. Je viens de lire un passage, c'est le chapitre 2, et c'est la première page du chapitre 2, donc la page 23. Et Jane nous écrit des œuvres magnifiques avec des familles à l'intérieur. Et ces familles-là, elles sont relativement courtes, puisque la plus grosse famille qu'elle ait écrite, c'est la famille Bennett dans Orgueil et Préjugés, et c'est 5 filles qui sont nées dans cette famille. Mais l'expérience de Jane est toute différente puisque non seulement elle avait 7 frères et sœurs, mais elle vécut toujours avec le sentiment de l'existence d'un cousinage qui s'étendait sur de nombreux comtés et même hors d'Angleterre. L'histoire de la famille ainsi que les liens tissés des deux côtés étaient considérés comme importants. Si on regarde ce monde de l'extérieur, on est effaré par le grand nombre de frères, de cousins, d'oncles et de tantes, par la répétition des prénoms, par les circonvolutions des arbres généalogiques. Il y a des Jane à l'appel, des Cassandra, je vous en donne, mais il y en a beaucoup trop. Rien que Jane, je crois qu'elle a 2 tantes qui s'appellent Jane. Des Philadelphia, sûr, il y en a 2. Des James, sûr, il y en a plein. C'est fou. Leurs prénoms sont répétitifs et c'est toujours bien rentré. Enfin, la famille, elle est immense et c'est toujours très... Ils restent entre eux, quoi. C'est fou. C'est élargi. C'est partout et en même temps les prénoms sont très rentrés en eux-mêmes. Enfin, je sais pas comment dire. Vous parlez des Cassandra. Donc la mère de Jane s'appelle Cassandra. Elle a appelé sa fille Cassandra et elle a une tante qui s'appelle Cassandra. Son curieux prénom Cassandra, que portaient aussi plusieurs de ses cousines, remontait à une certaine Cassandra Willoughby, qui avait été l'épouse d'un grand-oncle devenu le plus grand duc de Chandos. Être apparenté à un duc valait bien d'être célébré et signalé. C'est fou ça, tout le monde s'appelle Cassandra. Tout le monde s'appelle Jane. Ils cherchaient pas loin les prénoms. Mais déjà dans les livres de Jane, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans chaque livre déjà j'ai l'impression qu'il y a une Elizabeth et une Jane. Jane elle-même a donné son prénom à un personnage, Jane Bennett. La diversité des prénoms, c'était pas ça à l'époque, j'ai l'impression. Je m'étire parce que waouh, le chapitre 2. Il est intellectuellement bourratif. Vraiment, il y a beaucoup d'informations. Le chapitre 2, déjà, le fait que la famille Austin est énorme. Eh ben, dans le chapitre 2, on a l'explication de presque chacun des membres importants. Donc, ceux qui ont fait que la famille la famille de Jane Austen vienne au monde. Donc, on a les parents du père de Jane, la sœur du père de Jane et de l'autre côté, du coup, la famille de la mère de Jane. Et donc on a une explication sur ces personnages, sur le fait que la sœur du père de Jane au Philadelphia Austin est partie en Inde et a fait la rencontre de son mari en Inde, mais qu'elle ait potentiellement été infidèle de son mari, puisque en Inde elle a rencontré un homme fortement charmant et ils auraient potentiellement fait un enfant tous les deux alors qu'elle était mariée à un autre homme. Mais on ne sait pas. On ne sait pas si cet enfant est dû à un adultère ou si c'est vraiment l'enfant de son mari, on ne sait pas. Et donc on a plein d'explications, d'anecdotes sur leur vie en Inde, sur ce qui s'est passé en Inde, et aussi sur la rencontre entre George Austen et Cassandra... Comment elle s'appelle déjà ? Cassandra Lee. Donc les parents de Jane. Donc ils se sont rencontrés en études et ils ont mis beaucoup d'années à se mettre ensemble puisque George Austen avait 30 ans et Cassandra avait 24 ans quand ils se sont mariés. On pourrait croire qu'à l'époque ils se mariaient tôt, mais au final, là, tout ce que j'ai là depuis tout à l'heure, c'est qu'ils se marient assez tard dans la famille de Jane. Vraiment, les Austen se marient assez tard. C'est toujours après 20 ans, même après 24 ans ou 24 ans. Et donc là, j'avais le chapitre 2, c'était sur la famille, sur ce qui se passe en Inde, sur qui est pour qui, voilà. Qui a donné un héritage à qui, surtout, qui donne de l'argent à qui. C'est assez dur. Donc là, le chapitre 3, c'est les garçons. Et on est à la page 38 et je crois que je vais faire une pause parce que mon cerveau, je viens d'avoir 10 pages, mais d'arbres généalogiques. Ce fut compliqué, vraiment ce fut compliqué. J'ai un passage,
C'est quoi ça déjà? Ça veut dire quoi? Les marraines étaient la femme du grand-oncle de Jane, Francis Austin, et Madame Musgrove, épouse du cousin de sa mère, pasteur de Chinnor, son parrain, le révérend Samuel Cook, dont la femme était la cousine germaine de Madame Austin et la fille de Théophile Lee, master de Balliol. Oui, qui est qui? Qui est qui? Cousine germaine. De qui? Vraiment, la phrase, elle est... Et j'étais là, alors attendez. Et l'arbre généalogique, il est là. C'est trop dur. L'arbre généalogique de Jane Austen est complexe. Et il y a des personnes, je sais pas ce qu'ils foutent là, parce qu'ils sont reliés à personne. Voilà. Je comprends pas. Va falloir que je me le refasse moi-même, je pense, pour me le comprendre. Parce que c'est relativement compliqué à comprendre. Je pensais pas que les relations et la famille de Jane seraient aussi denses à comprendre. Et c'est vraiment ce qui me pompe l'énergie, en fait, c'est vraiment de comprendre qui sont les gens, qui est qui, et qui se marie avec qui hérite de qui, parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'héritage. Il y a carrément un moment où il y en a un qui décède et qui demande à ce que ses dettes soient remboursées, mais qu'on ne vende pas sa demeure. Et aussitôt, il y a des histoires dans la famille, vraiment des histoires assez noires, où il y a quand même quelqu'un qui décède soudainement, bizarrement, après avoir fait son testament. Ça me paraît un peu bizarre, moi, hein, cette histoire. Donc voilà, il y a vraiment des histoires d'héritage et de testament qui sont assez étranges dans cette famille. Je ne m'attendais pas à ça et je trouve ça très intéressant, mais ça pompe l'énergie, je trouve, mentalement. Donc moi qui voulais aller jusqu'à 100 pages, là je vais m'arrêter à 38 pages. Je vais aller prendre ma douche, me préparer pour aller à mon rendez-vous à la banque et je reprendrai peut-être ce soir. On verra bien. Et du coup, on se retrouve un mois plus tard parce que j'ai vu mon stage à la médiathèque et j'ai pas du tout eu le temps de faire mon mémoire. J'ai eu le temps. Alors, je vais vous expliquer un truc. Je suis teubée, mais vraiment teubée. Je dois rendre mon mémoire dans une semaine. Enfin, les prémices de mon mémoire, le brouillon, quoi, les plans. Et j'ai un petit souci, c'est que j'ai oublié mon chargeur à la médiathèque, mon chargeur d'ordinateur à la médiathèque, et mon ordinateur n'ayant plus de batterie, je ne peux pas avancer alors que je dois rendre mon mémoire. Génial, je suis teuteux, c'est pas possible. Du coup, demain je vais vite me rendre à la médiathèque parce qu'aujourd'hui on est lundi et c'est fermé, bien évidemment. Il fallait que je me rende compte un jour où la médiathèque était fermée. Donc demain je vais me rendre à la médiathèque pour aller chercher mon chargeur et vous referai la deuxième partie de ce vlog où ça sera vraiment la partie écriture du mémoire. Pour être honnête, en un mois j'ai pas tant avancé que ça, j'en suis encore au début comme... Je n'ai même pas avancé sur le livre biographique de Jane Austen que je lisais sur ce vlog, donc vraiment je suis dans la mouise totale. Je me suis procuré ce magazine, c'est Les classiques de lire, magazine, numéro anniversaire, Jane Austen, La voix des femmes. Donc on a Le mystère de son éternelle jeunesse, 6 romans d'humour et de sentiments, Virginia Woolf, lectrice conquise. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que on a les... Jane Austen, mariée à sa plume, histoire de la fratrie Austen, donc c'est ce que je vous parlais dans la biographie que je lis en ce moment, enfin que je lisais il y a un mois. Donc on a la construction d'un mythe que je trouve ça très intéressant. Après je l'ai pas encore lu. Donc je vais le lire avec vous et ça sera la dernière œuvre que je pense que je lirai de ce vlog. Enfin de ce vlog-ci, de cette partie-ci. Et après je recommencerai une autre partie, comme je vous ai dit, avec l'écriture. Elle va me manger mon magazine. Donc il est vraiment très intéressant. Donc je pense que je vais le lire là, écrire à la main ce que je pense de ce livre que je dois absolument garder. Waouh, ils sont trop beaux. Pardon, je le ferme. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Et donc on verra bien ce que je vais faire, mais n'ayant pas de chargeur d'ordinateur, je vais pas avancer des masses. Purée, je suis vraiment débile, c'est pas possible. Si je l'avais fait sur ma tablette, ça aurait pas posé de problème au final. J'aurais dû le faire sur ma tablette. J'espère qu'il est à la médiathèque et que je me le suis pas fait voler. Parce que je pense que je l'ai oublié en public. Donc je l'ai oublié
aux endroits où j'ai utilisé mon ordinateur pour la dernière fois, donc dans la gaming zone. C'est probable que je retrouve jamais mon chargeur. C'est pas grave. Au pire, je vais voir demain si j'ai mon chargeur et si je l'ai pas, bon ben c'est parti pour en racheter un parce que sinon on est vraiment dans la mise. Bonjour mon amoureuse. Sinon on est vraiment dans la muse. Vous avez vu, j'ai décoré ma bibliothèque. Donc c'est parti, on va lire ça, on va prendre des notes. Je vais aller prendre mon carnet pour prendre des notes et ça sera parti. J'ai déjà trouvé une phrase à citer dans mon mémoire, c'est... attendez. Jane Austen n'était pas de ceux qui écrivent portés par un désir de revanche, et si on la renvoyait longtemps à son célibat pour lui supposer une vie malheureuse, des lectures modernes montrent qu'elle s'accommodait sans doute d'une existence sans mari qui lui laissait le champ libre pour écrire, et s'occupait à l'occasion de son armée de neveux et de nièces. Tant mieux, même si certains l'ont prise pour une sainte, leurs témoignages ne sont pas de trop pour cerner cette romancière qui se dévoile fort peu dans ses livres, et à peine davantage dans ses lettres. D'ailleurs, que Jane Austen soit parvenue à accéder à une telle notoriété, tout en préservant l'essentiel de son mystère, n'est pas la moindre de ses réussites. Désolée, je sais pas lire. Je pégais beaucoup quand je lis, c'est chiant. Du coup, on a les Jane Austen en 8 questions. Pourquoi publiait-elle en anonyme? Pourquoi Jane Austen ne s'est-elle jamais mariée? Et ça, c'est l'article qui m'intéresse le plus pour mon mémoire sur les mariages de Jane Austen. On a, peut-on la décrire comme féministe? Celle-là aussi m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que le discours indirect libre dans lequel elle excellait? Bon, ça m'intéresse en tant que lectrice, mais pas trop en tant que pour le mémoire. Comment a-t-elle conquis les lecteurs mondial? Ça m'intéresse beaucoup. Et peut-on la décrire comme une autrice sentimentale? Ça m'intéresse énormément parce que pour mon mémoire, je veux que ce soit une comparaison entre les romances actuelles, les réécritures actuelles de Jane Austen qui sont très romantisées avec ses livres d'origine qui ne sont pas tant romantisés que ça. Que lisait-elle dans sa jeunesse? Bon, ça m'intéresse, mais pas... Qu'est-ce que la gentry? Alors ça m'intéresse aussi parce que c'est assez... c'est le thème de ses livres, donc il faut que je m'y intéresse. Après le reste, là c'est sur les films. Après j'aimerais bien utiliser quelques films, donc en vrai ça peut m'intéresser. Sur le pèlerinage, le mystère de Jane Austen, ça m'intéresse. Jane Austen mariée à sa plume, ça c'est l'article qui m'intéresse énormément aussi. J'espère que je ne ridiculise jamais ce qui est juste et bon. Les folies, les sottises, les caprices, les absurdités m'amusent, je l'avoue, et j'en ris tant que je peux. J'aime beaucoup. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est... Ah oui, là, on est vraiment sur la vie de Jane Austen. C'est un sacré article. Ça va me prendre du temps à lire tout ça. La construction d'un mythe, histoire de la fratrie Austen. Bon, ça... Universel et intemporel. Ça m'intéresse beaucoup pour mon mémoire aussi. Et bien, ce magazine est parfait pour mon mémoire. Folie de jeunesse, je ne sais pas. Lady Suzanne, je ne sais pas si ça va m'intéresser. On verra bien. Le cœur et la tête. Épousailles en pagaille. Alors ça va m'intéresser aussi. Purée, mais en fait, il y a beaucoup trop de... Ce magazine va être cité pas mal de fois dans mon mémoire. Aïe, doucement. Stratège des sentiments. Immoraliste doublé d'un... Bon, ça non. Très moraliste peut-être. Les sentiments et les personnages de la vie ordinaire. Ça peut m'intéresser aussi. Mais vraiment, ce magazine va être génial. Ah, inspiration austinienne, du coup, ça va être les réécritures et tout ça. Oh, ça va être génial, c'est pour la deuxième partie de mon mémoire. Du coup, en fait, on est... Oh, mais on est trop bien pour mon mémoire. 2025, une année éditoriale dans les pattes de Jane Austen. Allez, bim, mon mémoire, je le sors au bon moment, j'ai l'impression que c'est fou. C'est juste parce que je suis fan de Jane Austen, hein. J'ai pas du tout remarqué que tout le monde en parlait en ce moment. C'est juste que je m'étais toujours dit que si je devais faire un mémoire un jour, ça serait sur Jane Austen. Puisque c'est ma passion Jane Austen, donc je me suis dit que c'était pas difficile d'allier passion. Enfin, ça serait pas difficile d'écrire un mémoire sur ce que j'aime le plus dans ma vie. Alors, vraiment, je pense que j'ai juste fait bien mon choix, ou alors c'est juste que
il y a peu de choses qui parlent de Jane Austen et du coup j'ai tout rassemblé et j'ai fait les bons choix parce qu'en fait là je suis en train de lire le Jane Austen a frôlé le mariage par 2 fois, donc avec Thomas Lefray, issu d'une famille amie comme je vous ai dit au début. Et en fait je vois que leur rapprochement n'a pas dû aller bien loin. La biographie Claire Thomalin avance qu'ils se sont peut-être embrassés. Et la biographie de Claire Thomalin, qui je vous lis depuis le début de cette vidéo, c'est Jane Austen, Passion discrète, et je me dis, mais tout ça tous les livres, toutes les œuvres, toutes les études, tous les essais que j'aurais utilisés, tous les documents que j'aurais utilisés pour ce mémoire, tout se rassemble, tout se regroupe et vraiment je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente parce que je pense que, enfin, c'est pas je pense, c'est que du coup ça me rassure sur le fait que j'ai potentiellement fait le bon choix en utilisant ces articles et ces documents-là plutôt que d'autres parce que vraiment ils sont tous en train de se regrouper, ils disent presque tous la même chose et ils sont tous à peu près d'accord avec ce qu'ils disent donc j'ai pas de contradiction mais par contre j'aimerais bien aussi trouver d'autres livres, des livres qui font des contradictions pour avoir une ouverture dans ma mémoire mais franchement pour l'instant je suis vraiment contente mais cela suffit pour qu'on les voit déjà mariés mais ce n'est hélas pas dans les projets des parents de Thomas. Du coup, elle a un deuxième mariage, ça je ne l'avais pas vu encore dans la biographie que je suis en train de lire, donc je me spoil le deuxième mariage de Jane Austen, enfin le deuxième potentiel mariage de Jane Austen puisqu'elle ne s'est jamais mariée, mais c'est vraiment très intéressant. Donc j'ai le deuxième mariage, il s'agit de 7 ans plus tard, donc 7 ans plus tard après son amourette avec Thomas Lefroy. Elle va rencontrer une famille donc chez les Big qui s'appelle et le jeune homme a 21 ans, il s'appelle Harris, il est riche héritier. Elle accepte la demande en mariage puis change d'avis le lendemain et s'explique. Elle respecte et estime Harris mais au nom même de ce respect et de cette estime, elle doit renoncer à l'épouser sans amour. Autant pour le cliché d'une Jane Austen avide de mariage. Il semble plutôt que la femme de lettres s'accommodait bien de son célibat, sa vocation littéraire, sa famille suffisaient à remplir sa vie. Sa sœur Cassandra évoque des lettres aujourd'hui détruites où elle triomphait des femmes mariées, notant aussi sa façon de plaindre les épouses affligées par des grossesses à répétition, qu'elle appelle parfois pauvre animal, avait dit donc Jane. Bref, pour paraphraser Camus à propos de Sisyphe, il faut imaginer Jane Austen en célibataire heureuse. Au XXIe siècle, ce n'est pas si difficile. Tout est bon dans cet article. Je suis désolée, mais tout est bon dans cet article. Vraiment, c'est en train de... Enfin, cet article, c'est la ligne littéraire, littéralement, pardon, la ligne directe de mon mémoire. Vraiment, je suis si heureuse parce que j'avais peur que mon sujet ne soit pas logique. Et en fait, y a tellement de gens qui en parlent que je me dis qu'en fait, l'idée paraît logique au final, mais j'avais trop peur vraiment. Quand je me suis lancée dans les idées de mariage de Jane Austen, je n'avais pas fait de recherche. Je m'étais juste dit, oh Jane Austen parle que de mariage dans ses livres, donc je vais faire un mémoire sur les mariages. Et je ne savais pas que c'était autant connu, vraiment je ne savais pas. Et je suis vraiment très heureuse de faire autant de découvertes parce que ça me stimule beaucoup. Vraiment ça me stimule, j'aime beaucoup. Si ça vous intéresse de savoir les lectures qu'a eues Jane Austen quand elle était jeune, malheureusement, on ne peut pas vraiment savoir puisque en 1800, 500 volumes, donc la bibliothèque de la famille Austen était composée de 500 volumes et quand ils ont déménagé, ils ont tout vendu. Mais le frère de Jane, Henry, a fait une notice dans laquelle il a écrit que Jane aimait lire William Cooper. Il aimait lire des lectures moraux, des écrivains moraux, en particulier pour William Cooper et Samuel Johnson, mais aussi James Boswell, mais aussi les romans gothiques, les longs romans gothiques et sentimentaux, Charlotte Smith, que j'aimerais bien lire d'ailleurs, les histoires de Sir Charles Grandison, de Samuel Richardson, et pour Tom John de Henry Fielding, et aussi le théâtre de Shakespeare, dont elle s'inspire pour Catherine Morland dans L'abbé de Northanger. Je ne sais pas le dire ce titre, je ne sais tellement pas parler anglais. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Là je suis en train d'écrire les pages qui me seront très intéressantes et qui me seront très utiles pour écrire mon mémoire. Parce qu'en vrai je m'étais dit je vais l'écrire à la main mais je vais attendre de retrouver mon chargeur et de peut-être commander un chargeur potentiellement. Parce que je vais pas réécrire alors que je sais déjà... je vais déjà faire mes recherches, pardon, et après on verra bien. Alors j'aime beaucoup cette phrase.
Jane Austen voulait simplement qu'on la lise et elle y est parvenue au-delà de toute mesure. Vraiment, je suis fascinée par cette femme. J'aurais aimé la rencontrer. Et le dernier article de ce magazine, il s'agit de Et tout finit par une chanson, Invisible String par Taylor Swift. 2 siècles séparent Jane Austen et la pop star américaine, mais ce fil invisible, titre du morceau, reliant 2 êtres qui s'aiment, ne pourrait-il pas être aussi celui de 2 femmes inspirantes qui se sont imposées dans un univers masculin? Alors, je n'ai jamais écouté ce titre de Taylor Swift, mais du coup, je vais aller l'écouter. Ouais, je vais aller l'écouter parce que ça m'a l'air intéressant pour le mémoire. Donc voilà, je vais aller l'écouter. Franchement, si vous êtes passionné par un auteur ou quelque chose de ce genre, je vous conseille fortement les... Alors, il y en a un là qui est en train de me séduire, c'est Jane Austen, mythique et incorrect. Rentrée littéraire. Alors, je ne sais pas si... Oh si, je vais peut-être aller me l'acheter. Il a l'air hyper bien. Le Virginia Woolf me faisait envie aussi et je crois qu'il est à la médiathèque, donc j'irai l'emprunter. Voilà, alors celui-là, il est vraiment très intéressant. Il y en a surtout plein d'auteurs. Il y a Shakespeare, il y a tout plein d'auteurs. Il y a Arthur Rimbaud, si ça peut vous intéresser. Il y a même Harry Potter avec J.K. Rowling. Donc voilà, vraiment, il y a plein d'auteurs. Virginia Woolf. Ça peut vous intéresser. Et derrière, on a Léopoldine A. Villequier. Aime celui qui t'aime. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog parce qu'il est assez long, je pense, vraiment très très long. Je vais essayer de faire le montage et je vais essayer d'avancer sur mon mémoire. Mais de toute façon, si j'avance sur mon mémoire, vous saurez parce que je vais me filmer en même temps. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez appris des choses sur Jane Austen, si vous avez lu les romans de Jane Austen et lesquels, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Je peux comprendre que vous n'avez pas aimé, même si c'est mon auteur préféré, enfin mon autrice préférée. N'hésitez pas à me dire, vous, votre interprétation du mariage chez Jane Austen et tout ça. Ça serait bien une ouverture de débat qui serait cool. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si le vlog vous a plu, s'il y a quelque chose à changer, si vous avez des conseils pour changer le format de ce vlog. Mais vraiment, je vous filme quand je travaille dessus, donc vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.